Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui porte sur la thématique biodiversité. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question importante, en particulier pour les éleveurs, mais aussi pour tous, c'est la cohabitation entre les loups et l'élevage de manière générale. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir un panel d'intervenants et d'animation complètement féminin. Et donc, je vais laisser la parole à Hélène pour introduire ce webinaire et présenter nos intervenantes. Je vais laisser donc la parole à Hélène qui va introduire ce webinaire. Et bon webinaire à tous. Merci Philippe. Effectivement, j'ai la chance et l'honneur d'animer ce webinaire aujourd'hui. Concilier la préservation de la biodiversité et le maintien d'une activité agricole sur un même territoire est un objectif qui peut se révéler complexe. Et la cohabitation, loup-élevage, qui est la thématique de ce webinaire, en est un exemple. Alors, ne pas évoquer ces situations problématiques dans un cycle de webinaires sur le thème de la biodiversité serait masquer une partie du sujet. C'est pourquoi nous avons souhaité vous proposer ce webinaire sur les relations entre loup et l'élevage. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment aborder cette thématique sans soulever des débats vifs autour de celle-ci et sans entrer dans un échange d'arguments et, comme on l'entend parfois, extrêmes, entre eux, en caricaturant un peu, les pros et les anti-loups. Donc pour ce faire, nous avons choisi plutôt de vous présenter des initiatives et des retours d'expérience de personnes qui agissent pour proposer des solutions et maintenir une activité d'élevage dans un contexte de prédation. Et donc ces personnes, exclusivement féminines, effectivement, et que je remercie d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, sont tout d'abord Emmanuelle Zanqui, du ministère de l'Agriculture DGER, qui est animatrice du réseau élevage pour l'enseignement agricole et qui nous présentera un projet pédagogique conduit avec des BTS en production agricole. Ensuite, nous aurons une intervention de Barbara Ducreux de l'Institut de l'élevage, qui est coordinatrice des 2 réseaux de référence nationaux chiens de troupeau et qui nous parlera des chiens de protection. Et enfin, Béatrice Reynaud, qui est éleveuse de brebis dans les Préalpes du Sud, référente du réseau chiens de protection de l'Institut de l'élevage, témoignera de la manière dont la prédation a amené des évolutions dans son système de production et les leviers qu'elle a mis en place pour y faire face. Et donc moi-même, je vous retrouverai après ces 3 interventions pour relayer vos questions. Emmanuel, je vous laisse tout de suite la parole pour nous parler de cette expérience avec des BTS. Merci. Je travaille, je suis animatrice de réseau, comme l'a dit Hélène, pour l'enseignement agricole technique au sein de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et je vais vous relater une expérience qu'on a conduite avec des enseignantes et des étudiants autour de la cohabitation entre grands prédateurs et élevage. Avec une entrée on a appelé ça le retour du loup et on a vu ça comme une controverse. Je vais vous en parler. Juste un élément de contexte, mais très, très, très vite, c'est que bien sûr, la cohabitation entre l'élevage domestique et la faune sauvage, ce n'est pas une thématique nouvelle, mais on se rend compte qu'elle prend de l'ampleur avec bien, le retour des grands prédateurs. Donc, on pourrait parler de l'ours, là, mais on a ciblé sur le loup et particulièrement dans des territoires où il a disparu. Et aussi en lien avec des évolutions de pratiques, c'est-à-dire des animaux beaucoup plus en plein air, etc. Et donc cette cohabitation, elle interpelle d'autant plus que en fait, ça fait le lien entre le bien-être des animaux et le maintien de biodiversité. Le travail qu'on a conduit, donc c'est pas moi qui l'ai conduit toute seule, bien loin de là, c'est avec une équipe. Donc dans un territoire où en fait la prédation à ce moment-là était peu présente, c'est un travail qui s'est réalisé sur l'année scolaire précédente. Donc le territoire de l'Aube, dans le Grand Est, avec des étudiants en BTS Axe, donc qui se destinent à être agriculteurs ou techniciens conseillers en élevage. Et ce travail a été conduit par 3 enseignantes, donc une équipe pédagogique avec une enseignante de zootechnie, Delphine Briand, une enseignante de biologie, écologie, Élodie Bréban, et une enseignante d'agronomie, Cécile Daniel. Hélène, Emmanuel, excuse-moi, il y a un problème de ton son, il y a un écho. Est-ce que en te rapprochant du micro, voir si tu peux… D'accord, je vais essayer de faire… Est-ce que c'est mieux
Oui, ou rapproche ton micro de la bouche. Ok, je vais faire de cette façon-là. Tu me dis si c'est Non, c'est pas bon non plus, excuse-moi, mais non, non, je pense que c'est juste une question de proximité ou d'éloignement de ton micro. ok. Est-ce que là, c'est bon ou pas? Non, éloigne-le alors du coup, parce que tout à Et l'heure ça là? marchait bien. Oui, c'est mieux, voilà. Ok. Excusez-moi. Donc, ce travail, il a été également réalisé avec l'Office français de la biodiversité. Juste notre hypothèse de travail, donc Hélène l'a dit, l'idée c'était absolument pas de la confrontation et c'était de dire que la cohabitation entre le loup et l'élevage pouvait être considérée et étudiée comme une controverse au sens où l'a développé Elsa Delano. Voilà, donc je vais vous présenter très très vite notre cheminement pédagogique. Donc la première étape de notre travail, ça a été de travailler sur les représentations et sur les a priori. Et donc, en fait, on a créé avec les enseignantes un outil d'animation qui permet de réfléchir et de débattre autour d'items qu'on a écrits et qui sont volontairement soumis à controverse. Alors, vous avez quelques exemples, hein, mais parmi les exemples, il y a le loup éthique dans les écosystèmes, etc., les loups vivent en meute. Et donc, l'idée, c'était que les élèves, les étudiants se positionnent sur 4 items qu'ils considèrent complètement vrais, 4 items qu'ils considèrent complètement faux. Un positionnement dans un premier temps individuel, donc chaque élève seul, avec un débriefing avec la classe, et dans un deuxième temps, et ensuite on travaille par groupe, où en fait il fallait qu'ils soient unanimement d'accord avec 4 items qu'ils avaient choisis et unanimement en désaccord. L'idée de cet exercice, c'est de se rendre compte que on a des a priori, on a des méconnaissances et on a des points de vue qui peuvent être divergents. Ça aide à s'entraîner à l'argumentation. Concrètement, qu'est-ce que a permis cet exercice, hein, un petit retour pédagogique rapide? Ben, ça a permis aux étudiants de réaliser qu'ils avaient des points de vue différents sur ce sujet-là, controversé, qu'ils manquaient de connaissances sur la biologie du loup, etc. Et qu'il manquait surtout de connaissances pour pouvoir argumenter et défendre efficacement leur point de vue. Et pour les enseignantes, ça a été aussi source de retour, en fait, pour avoir de l'information, à la fois connaître un peu les points de vue dans la classe, se rendre compte des représentations qu'avaient les étudiants et en fait de aussi se rendre compte est-ce que ce sujet-là était vraiment un sujet sensible, est-ce que c'était possible de travailler sur la thématique et comment, de se préparer à la suite. La deuxième étape, ça a été de représenter schématiquement la controverse. C'est-à-dire qu'en fait, donc, il y a eu tout un travail préalable par les enseignantes. En fait, tout notre travail a duré 1 année avant de travailler avec les élèves vraiment. La première étape, c'était des recherches bibliographiques, réfléchir à un schéma, discuter avec l'Office français de la biodiversité et bien se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'était une controverse. Et donc, en fait, les enseignantes ont demandé aux étudiants de représenter les enjeux. Qu'est-ce qui se passe si on parle de cohabitation entre élevage et le loup? Qui dit quoi? Quels sont les acteurs et qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et pour cela, les étudiants ont été mis en autonomie ou en relative autonomie pour faire des recherches, pour schématiser et représenter graphiquement, avec ensuite une présentation à la classe de qui dit quoi autour de cette cohabitation. Alors au final, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien en fait, ça a donné la co-construction d'un schéma de la controverse autour du. Juste, les choix que l'on a fait, c'est d'entrer par les acteurs. Je vous ai dit, la question qu'on avait posée aux élèves, c'était qui dit quoi, et pas de rentrer par des arguments. L'idée, c'était pas de dire on est pro, voilà. De créer un schéma, et tout ça, on a demandé à ce que ce soit mis en image par une facilitatrice graphique. Alors voilà le schéma. Alors bien sûr, je ne vais pas le commenter, ce serait bien trop long et puis il va y avoir accès. Juste l'idée de ce schéma, de cette schématisation, c'était de mettre en évidence qu'il y avait des acteurs différents qui pouvaient être des associations de protection de la nature, par exemple, le monde agricole, la chasse, des choses,
l'État aussi, les scientifiques avaient des choses à dire et que tout cela passait par les médias, hein, dans une arène où il y a exposé d'arguments et qu'en fait, tous ces échanges d'arguments sous l'aspect de la controverse, en fait, avaient pour objectif de faire changer des normes sociales auprès des décideurs politiques, de politiques locaux et de citoyens et de consommateurs. Donc, l'idée, c'était de montrer hein, qu'est-ce qui fait friction. Donc, juste pour exemple, on a parlé des tirs et vous voyez apparaître des associations anti-loups, mais aussi des polémistes des deux côtés, etc. etc. Voilà. Donc, vraiment une mise à plat des échanges et du climat. Alors, troisième étape dans notre progression pédagogique, c'est qu'on a demandé à l'Office français de la biodiversité de venir dans l'établissement après tout ce travail avec comme objectif de renforcer et expliquer les connaissances sur la biologie du loup, mais aussi se faire rencontrer des étudiants, des élèves qui avaient déjà travaillé finalement sur le loup pour voir qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Et surtout, on souhaitait décentrer la problématique et ne pas rester hein, dans les pro-loups, les anti-loups, et puis savoir que dit l'État dans ce domaine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, le travail qui a été fait, il peut être réalisé sur d'autres problématiques et d'autres thématiques, puisque c'est juste une progression et on va dire un exemple, un modèle. Ce travail, il va être mené avec dans d'autres territoires qui sont parfois plus des fonds de colonisation du loup. On avait décidé là de travailler dans un espace qui était, on va dire, relativement peu sensible à ce moment-là, hein, puisqu'il n'y avait pas de présence avérée de loup. C'est un petit peu évolué voilà, dans le temps. Je vous remercie pour votre Merci beaucoup. Oui, le temps que je réactive mon micro, merci beaucoup Emmanuel pour la présentation de cette initiative originale et très intéressante autour de ce sujet complexe. Et donc, une des parties de l'exercice, c'était de faire la cartographie des acteurs et potentiellement des solutions et des visions portées. Et donc, une de ces personnes, c'est notamment Barbara, qui va donner la parole pour nous parler de ces solutions que sont les chiens de protection. Barbara, du coup, je te laisse la parole. Tu as ton micro coupé. Effectivement, excusez-moi pour le... Hop, c'est tout bon? C'est bon. Merci. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler plus précisément des chiens de protection de troupeaux qui sont aujourd'hui une des solutions utilisées par les éleveurs pour les protéger contre les attaques de prédateurs. D'ailleurs, pas que contre le loup, hein, contre tout type de prédateur. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un chien de protection des troupeaux? Alors, on a résumé ça en quatre items. Le premier, c'est de présenter un attachement fort au troupeau, puisqu'il va y passer 100% de son temps, 24 heures sur 24, un chien de protection est au troupeau. On va lui demander aussi d'inspirer la confiance au troupeau, c'est-à-dire que quand le chien est au troupeau, les animaux doivent être bien à côté et puis de le respecter. On ne veut pas qu'un animal fasse plus de tort en le mettant en protection. On souhaite qu'il respecte l'homme. Alors, on le traduit par le fait qu'il soit manipulable par son maître et non agressif globalement envers l'humain. Et puis, on souhaite bien sûr qu'il soit dissuasif envers les intrus. Tout intrus qui s'approche du troupeau doit être dissuadé par le chien, que ce soit les animaux sauvages, mais aussi les chiens errants. Alors, comment un canidé peut devenir un acteur de la protection de troupeaux, sachant que les troupeaux sont des proies? Il va y avoir 3 pôles qui vont faire que ce chien va devenir un acteur de la protection. Le premier, c'est que c'est un chien lui-même, et donc c'est un être sociable, c'est-à-dire qu'il a une capacité à s'attacher à n'importe quelle autre espèce si la mise au contact est faite au bon moment et si toutes les conditions sont réunies. Ça va aussi marcher parce qu'il y a un patrimoine génétique des races de protection, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quel chien dans un troupeau pour le protéger, mais on va mettre certaines races qui, aujourd'hui, il y en a à peu près une cinquantaine dans le monde, puisque le chien de protection, effectivement, le chien de travail aujourd'hui le plus ancien. Alors, je ne vais pas vous détailler toute cette liste, hein, peut-être pour revenir sur les principaux. Il y a le montagne des Pyrénées, qui est le chien français qu'on connaît.
Il y a le berger de Marais Médabrus, qui est un chien d'Italie qui a, un physique qui est semblable à celui du Montagne des Pyrénées. Et puis après, on va avoir d'autres types de chiens qui n'ont pas une dominante blanche, comme le Kangal, qui est un chien turc, le Cao de Gado Transmontano, qui est un chien portugais. On a aussi le Matin espagnol, qui nous vient d'Espagne, et puis le berger d'Asie centrale, qui nous vient des pays de l'Est. Donc, tous ces chiens, ils ont la même morphologie et ils sont particulièrement adaptés pour protéger, notamment par leur grande taille, protéger les proies, enfin les animaux de ferme. Globalement, ces chiens, ils ont tous une particularité, c'est que quand vous allez rentrer dans leur espace de sécurité, ils peuvent avoir deux solutions de réponse. La première, ça serait la plus économique, qui est la fuite. C'est globalement ce qui se passe la majeure partie de leur temps. Sauf si le chien il est dans un environnement qui va l'amener à être plutôt dans un comportement de dissuasion. Ça va être le cas s'il est attaché, alors quand on dit attaché avec une chaîne par exemple, s'il est dans un lieu familier, par exemple votre chien qui est dans votre maison ou dans la cour de votre maison, ou alors si le chien est proche de son groupe social. Et là, on va être dans le cas notamment du chien de protection avec les moutons, les chèvres, les vaches, qui sont le groupe social du chien. Comment ça se caractérise principalement? Ça s'exprime, ce comportement naturel de dissuasion. On va d'abord avoir des chiens qui vont aboyer dès qu'ils vont percevoir un stimulus, qui peut être sonore, olfactif, visuel. Quelquefois, le chien n'a pas besoin forcément de voir l'intrus pour l'avoir senti, et donc il va aboyer, c'est la première chose, ça fait partie de son comportement de dissuasion, il va alerter. Ensuite, il va se déplacer vers le stimulus, vers l'agresseur. Donc là, on parle d'interposition. Il va se placer entre l'agresseur et le troupeau qu'il protège. Et ensuite, il va le passer à l'agression si jamais l'élément perturbateur ignore les codes précédents et ne modifie pas son comportement malgré les aboiements et malgré l'interposition. Et là, quand on parle d'agression, ça peut être un simple pincement ou aller jusqu'à la morsure. Tous ces comportements vont dépendre des qualités psychiques du chien, donc son assurance, sa vigilance, son discernement, son agressivité vis-à-vis du prédateur, et puis également du comportement de l'intrus, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même chien et avoir un comportement de ce chien totalement différent en fonction de l'intrus qui s'approche. Donc, on a ce patrimoine génétique avec un physique imposant, des atouts physiques et comportementaux pour se faire accepter plus facilement par les herbivores, un déplacement nonchalant, un aspect juvénile, et puis un comportement naturel de dissuasion qui va permettre à ce chien d'avoir une prédisposition à protéger le troupeau. Mais ensuite, il va y avoir une grosse partie qui vont être l'impact de l'environnement et tout ce qu'on va proposer au chien dès sa naissance. Là, pour résumer, c'est important que le chien soit avant tout un chien, c'est-à-dire qu'il soit socialisé, donc qu'il grandisse au contact de sa mère et de frères et sœurs, qu'il soit imprégné au troupeau, donc c'est beaucoup plus efficace si le chien est né en contact avec des animaux, que ce soit des moutons, des chèvres, des vaches, peu importe. C'est important aussi qu'il soit familiarisé à l'humain, c'est-à-dire qu'il soit manipulé dès le plus jeune âge, puisqu'il va travailler dans des contextes où il va y avoir du multi-usage, familiarisé à plein d'autres événements extérieurs. Et ensuite, ce chien sera sevré à 8 semaines minimum, et puis il va être introduit dans son nouveau troupeau avec des animaux accueillants, sans congénère les premières semaines pour favoriser l'attachement du chien au troupeau, et puis bien sûr éduqué. Donc, ces trois pôles vont faire qu'on va avoir un chien qui va permettre de protéger les animaux du troupeau. Alors, dans l'imaginaire collectif, on imagine très souvent, quand on a l'image des alpages, des estives, que forcément, qui dit chien de protection ou qui dit troupeau dit berger. Pas forcément. Il n'y a pas forcément tout le temps de personnes qui vont être présentes aux côtés du troupeau. Donc, ça veut dire que c'est des chiens qui agissent seuls. Mais aussi, ce n'est pas parce que quand vous vous promenez, vous ne voyez pas de berger qu'il n'y est pas. Il y a plein de choses à faire aussi à côté où l'espace est des fois grand. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de berger que vous ne voyez pas. Et souvent, c'est un point aussi important, c'est que le berger n'est souvent pas propriétaire des chiens de protection. Et le chien n'a pas forcément tous les ordres de rappel, c'est-à-dire que le chien, il est fait pour être au troupeau. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est-à-dire qu'on a vu que les éleveurs avaient un rôle important dans la mise en place de leurs chiens de protection.
mais on a vu aussi que le chien allait avoir un comportement différent en fonction du comportement de l'intrus. Et les autres usagers, c'est-à-dire les humains, les promeneurs, les chasseurs, ils vont avoir aussi un rôle et leur comportement va induire un comportement chez le chien de protection. Donc, ce qui est important, c'est de bien sûr bien se comporter et puis d'avoir aussi en tête que ce n'est pas parce que vous êtes dans une zone PE urbaine, notamment, qu'il n'y a pas de prédation. On le voyait dans le premier schéma d'Emmanuel Zanqui. Et donc, on peut voir effectivement aujourd'hui des chiens de protection dans des parcs à proximité immédiate des bâtiments, à proximité immédiate des villages. Et c'est des chiens qui, on l'a dit, vivent en permanence au troupeau. Donc, ce n'est pas des chiens qui vont être enlevés, par exemple, pendant la période hivernale, où les troupeaux ne sont éventuellement pas partis en estive, en disant, entre guillemets, on les range et puis on les remettra cet été quand on en aura besoin. Non, les chiens vivent en permanence avec le troupeau. Donc, aujourd'hui, il est courant de voir des chiens à proximité des habitations. Et en plus, j'insiste, ce n'est pas parce qu'il y a des habitations aujourd'hui qu'il n'y a pas de prédation. Et aujourd'hui, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes, ça va être l'aboiement. On a vu que c'était un outil qui a été utilisé par le chien pour dissuader l'intrus de s'approcher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le multi-usage, avoir à proximité un troupeau avec des chiens de protection qui aboient, qui peuvent aboyer la nuit parce qu'il peut y avoir des prédateurs, ça peut effectivement déranger. Mais il faut bien comprendre que le chien, très souvent, il aboie à bon escient, même si nous, on ne perçoit pas le prédateur, le chien, lui, a pu le percevoir et utilise vraiment cet outil pour dissuader tout intrus de s'approcher du troupeau. Et il faut aussi comprendre que quand il y a des troupeaux protégés par des chiens de protection, il faut être vigilant quand on a un chien de compagnie, puisque là, on a 2 canidés qui vont communiquer entre eux. Et donc, il y a des distances à respecter, puisque effectivement, le chien de compagnie n'est pas forcément un prédateur des animaux, mais il peut être assimilé comme tel par le chien de protection. Je vous renvoie vers un film, c'est plus un documentaire pédagogique qui a été fait, qui dure à peu près 1 heure, Rasco et nous, qui vous permettra de voir concrètement comment se passe la mise en place des chiens de protection et puis comment se comporter vis-à-vis des chiens de protection. Donc, il y a le site rascoenou.fr où vous pourrez trouver le film en libre accès. Et peut-être vous parler, pour conclure rapidement, du réseau. Aujourd'hui, nous, on est le réseau technique national de référence, piloté par le ministère de l'Agriculture. L'objectif est d'accompagner les éleveurs et les bergers en matière de choix, de mise en place et d'utilisation de chiens de protection des troupeaux. Donc, on propose différentes formations, mais aussi améliorer la qualité des chiens de protection à travers d'une filière nationale multipartenariale. Et puis, comme on l'a dit, effectivement, les éleveurs et les bergers doivent mettre en place ces chiens correctement, mais il est impératif que toutes les personnes qui gravitent autour du monde de l'élevage, tous ceux qui vont se promener et être amenés à côtoyer des chiens de protection, adoptent des comportements qui correspondent aux attentes des chiens de protection. Donc, on essaye aussi de faire des formations pour sensibiliser à ces bons comportements. On a un site web où vous pourrez retrouver toutes les informations utiles, des plaquettes, des vidéos, voilà. Tout ce qui peut, je pense, vous intéresser et répondre a priori à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Barbara. Et votre intervention a suscité pas mal de questions. Donc, il y a peut-être des choses que vous pouvez répondre à l'écrit à nos participants. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Béatrice, puisque finalement, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être le plus intéressant, c'est de donner la parole à une éleveuse. Qui est confrontée à la prédation et qui utilise aussi des chiens comme solution pour partager avec vous son témoignage. Donc, Barbara, je vous laisse. Béatrice, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Oui, je suis Béatrice avec mon mari Marc. On élève des brebis dans le 05. On est dans le bas du département, à peu près à 750 mètres d'altitude. Donc là, on a une vision sur l'exploitation. Donc en premier plan en avant, on a le corps de l'exploitation avec, donc du coup, il y a 2 exploitations à cet endroit-là. Notre habitation, une bergerie où on fait l'annulage. Au fond, on voit une 2e bergerie dans la plaine. Là, c'est 800 mètres plus loin et c'est une bergerie qu'on utilise beaucoup en période de pâturage parce qu'elle est bien au centre de l'exploitation. Nos terres sur cette image sont à partir des bâtiments, là où il y a la tour, vers l'arrière. Devant, c'est pas chic.
C'est une exploitation qui est au niveau topographique. Il y a donc on est dans la vallée du Buëch, donc on a un peu des terres en bordure de rivière. Puis on a un plateau dessus qu'on voit là, où on a des terres plutôt caillouteuses avec des fonds de sol très variés, quoi, entre le caillou et la terre fine. Et après, on a de la colline sur la droite, où on a nos parcours boisés et il y a beaucoup de ressources fourragères spontanées qu'on utilise. Donc, la répartition, hop, ça ne marche pas mon truc. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Si, allez-y. Je pense que cliquez avec votre souris, vous allez sur vous cliquez sur la photo et après vous faites avancer. Ah oui, très bien, merci. Voilà, la situation de l'exploitation dans les années 2000, on avait 550 brebis pré-Alpes du Sud, donc c'est la race locale. On produisait à peu près 500 agneaux de boucherie, avec une partie vente à un assisteront et une autre partie en direct en colis. On faisait aussi des reproducteurs, une cinquantaine de béliers, et on gardait nos femelles, donc 110 agnelles chaque année de la production. Donc la SAU, il y avait 108 hectares au total. Donc l'irrigation, comme je vous disais, la partie gravitaire, il y a 10 hectares, c'est celle qui est en bordure de rivière, parce qu'il y a un canal d'arrosage qui passe en dessus. Et après, sur la partie haute, on a 28 hectares à l'aspersion. Les exploitations dans le 0,5 se sont énormément développées grâce à l'arrosage. Tant qu'on avait du gravitaire, c'était rare, c'était des toutes petites parties en bordure de rivière. Dès qu'on a eu l'aspersion qui est arrivée dans le département, donc c'est plus dans le 50-60, ça a aidé énormément au développement des exploitations. Donc on a 18 hectares de céréales, on fait de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du triticale et de l'avoine. On a 28 hectares de prairies temporaires. Toutes ces prairies sont fauchées, elles ne sont pas pâturées ou un peu à l'automne quand il y a du surplus. Donc de la graminée, dactyle ou fétuque et de la luzerne en pur. On fait aussi un peu d'association dactyle trèfle et fétuque trèfle. Depuis les années 90, on fait 3 hectares et demi de sorgho fourragé. Et ça, c'est la production juillet-août, à la période la plus chaude, là où il y a un peu un arrêt végétatif, malgré l'arrosage, il y a quand même de l'arrêt végétatif. Et ça nous permet vraiment de tenir nos bêtes avec de la marchandise en alternance avec les parcours boisés qu'on utilise aussi beaucoup en juillet-août. Donc, il y a 63 hectares et demi de landes et de parcours. Alors, voilà. Donc, les landes et les parcours boisés, c'est représenté comme ça. Donc, il y a première photo, c'est des coupes à fourragère où on fait l'entretien. Là, c'est du bois privé. Sur la deuxième photo à droite, c'est du bois privé qui nous est plus ou moins prêté. Et sur la photo en bas à gauche, c'est des parcelles de landes qui sont entre les parcelles de terre arable sur le plateau qu'on a vu dans la première image. Ce qui est très intéressant avec ces parcours boisés, c'est que c'est de la ressource qui reste fraîche toute l'année. Si on a beaucoup de ressources juillet-août, on va la faire manger à l'automne. Voilà, ça nous fait vraiment du tampon. Oups. Et là, donc, le berger des Pyrénées, c'est notre associé de travail depuis 1976. Mon beau-père avait acheté son premier chien inscrit au LOF à cette époque pour avoir un partenaire de travail. Avant, il travaillait plus ou moins des bergers de Crau, plus ou moins à Batardy. Et à un moment, il y avait plus de chiens pour la soupe que de chiens pour le travail. De là, il a pris cette décision. Marc était jeune, il s'est passionné pour ça. On a fait un peu d'élevage de bergers des Pyrénées. Et on a participé à des concours, ainsi de suite. On s'est vraiment mis au point. On a participé à des stages aussi pour apprendre à dresser le chien. Et pour nous, le chien, c'est vraiment quelque chose qu'on avait facile à utiliser. Donc, en 2009,
pour baisser l'effectif un peu du troupeau, parce qu'au niveau ressources fourragères, c'était toujours très tendu. On a intégré un magasin de producteurs pour faire de la viande au détail, de viande au détail toute l'année, de l'agneau. Et là, il a fallu un peu aménager les agnelages. On est parti sur 4 périodes d'agnelage par an, puisqu'on fait de l'agneau de lait. C'est des agneaux qui partent entre 3 et 4 mois. Donc, si on veut fournir de l'agneau de qualité toute l'année, il faut fractionner les agnelages. L'avantage avec la Préalpe du Sud, elle n'est pas très productive. Hein. On a une production de un agneau 4 par brebis. Mais par contre, on a du désaisonnement naturel toute l'année. Sans trop perdre en prolificité. Donc ça, c'était une souplesse du fait de la race. Donc aussi, en 2009, puisqu'on participait activement à la promotion du chien conduite, le centre de formation local nous a appelés pour accueillir la pastorale pyrénéenne pour une formation chien de protection. Parce que personne dans le département voulait accueillir ça, les gens étaient un peu réticents, alors qu'il y avait quand même pas mal d'années déjà qu'en alpage, il y avait des attaques et il y avait pas mal de gens qui avaient mis des chiens par leurs propres moyens. Nous, on n'était pas du tout, on ne se sentait pas concernés, on ne se posait pas la question du risque de prédation à ce moment-là. Mais quand on a eu la qualité de formation, quand on a eu le discours vraiment qui était, voilà, on n'a pas eu affaire à des amateurs, c'était des vrais professionnels du chien qu'ils connaissaient. On s'est dit, ben là, si ça sera le moment où on peut mettre un chien et le réussir comme il faut. Malgré notre passion pour le chien, on a trouvé ça quand même assez compliqué, quoi, technique. Il fallait vraiment faire un effort de compréhension du mental du chien. Ce n'est pas du tout la même façon de l'aborder par rapport à un chien de conduite. Et dans la foulée, on a mis notre première chienne de protection. Donc, comme on avait 2 bâtiments, comme vous l'avez vu au début, quand les brebis étaient dans un bâtiment, elles oubliaient le chien de protection et elles reprenaient la panique à la présence du chien. Donc, très, très rapidement, on a mis la deuxième. On est arrivé en 2011, on avait 3 chiens de protection au troupeau. Il y a eu quand même 4 bonnes années pour que les brebis acceptent très sereinement les chiens et l'activité des chiens. La Préalpe du Sud, c'est une brebis qui est très réactive. Donc, du coup, dès qu'il y avait un aboiement, ça se rassemblait, ça faisait peur. Voilà, 2015, malgré la présence des chiens de protection, on a eu nos premières attaques. Ça a été sur un lot qui était en mise-bas. Pourtant, il y avait un chiot dans ce lot. Et donc, il y a eu 3 attaques. Donc, ça nous a un peu brassé. On s'est remis en question sur le système d'élevage. Et donc, c'était au mois de mai, les brebis étaient dehors. Donc, c'est sûr, des mises-bas en plein air au mois de mai, ça attire les loups avec les odeurs des délivrances, tout ça. Donc, du coup, on s'est dit, progressivement, on a basculé sur plus en plein air. On a fait des bismas que l'hiver, donc entre janvier et avril, c'est la période de bâtiment. Donc, ça a entraîné l'arrêt de la vente au détail. On a continué la vente d'agneaux en colis, mais on a arrêté la vente au détail. On a rapidement augmenté le nombre de chiens de protection. Et le fait de faire que 2 périodes de mise-bas, du coup, on a un seul lot à protéger, voire 2, quand elles se partent dehors. Et du coup, ça nous facilite au niveau travail énormément, ça nous fait gagner du temps. Donc, la baisse d'effectifs, on a remonté l'effectif, du coup, parce que la valorisation de l'agneau au détail, on ne l'avait plus. Après, on aurait pu faire un autre choix, parce qu'au même moment, sur le détail, on n'en faisait pas assez. Il aurait fallu qu'on se lance dans les marchés. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comme on avait les parcelles toutes regroupées, on aurait pu bien clôturer en fixe une grosse partie de l'exploitation, avec de l'Ursus à plus d'1,50 m, fil électrique en bas, fil électrique en haut. Mais c'était aussi un grand challenge. Dans le plan de protection, il ne finance que l'électrification, il ne finance pas le grillage.
Et puis la mise en œuvre, c'était aussi un challenge compliqué. Donc, on est parti là-dessus. Et à peu près, donc, ça a été à peu près. Donc, nous, on utilisait déjà le parc mobile en 90 de haut, là, comme c'est préconisé. Donc, le parc mobile, tout l'intérêt du parc mobile, c'est qu'il tient bien les animaux. Il donne une limite aux chiens pour qu'ils restent le plus possible près du troupeau. On a aussi quand même pas mal investi dans des postes de clôture plus performants pour minimiser le risque de bêtes qui s'échappent parce qu'elles ont peur du chien, parce qu'il y a du gibier qui passe à travers et ainsi de suite. On a commencé le regroupement nocturne aussi. Et puis finalement, on ne l'a pas fait systématiquement parce qu'on a eu aussi de la prédation pendant les moments de déplacement à la tombée de la nuit. Par exemple, là, elles mangent, elles sont en plein soleil, donc on est obligé de les amener en fin d'après-midi. Jusqu'au soir, elles mangent, c'est là où elles mangent le mieux, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, si on les rentre au moment où le soleil se couche, ben, ce n'est pas sympa pour elles. Donc, on les rentre au dernier moment. Et pendant ces déplacements, ben, les chiens vont tout de suite de l'avant, ainsi de suite, à l'aventure de ce qu'il y a vers là où on se déplace. Et ils ont tendance à oublier de surveiller un peu l'arrière. Et on s'était fait un peu avoir. Donc, du coup, ben, si on ne les rentrait pas, on ne les regroupait pas le soir, elles passaient la nuit dehors dans les parcs. Et depuis, on n'a plus d'attaques sur des parcs de pâturage la nuit. Par contre, on a fait des parcs de chaume, donc c'est du temps de midi, renforcés avec des filets de 1,80 m. Parce qu'on a eu des attaques à la chaume, justement, à 3 h de l'après-midi, en plein mois d'août. Alors, à chaque fois, je dis des attaques, mais nous, toutes les attaques qu'on avait eues, comme il y avait des chiens, c'était une seule brebis. C'est des chiens qui réagissaient après. Donc, cette dernière brebis qui avait été tuée dans le parc de Chaume, eh bien, elle avait été juste égorgée, quoi. Égorgée, non consommée. Et tout ce qu'on a eu, c'est toujours des brebis tuées, très consommées ou non consommées, parce que les chiens intervenaient et interrompaient le loup à ce moment-là. Ben, les chiens, il y a toujours des moments où ils dorment, la vigilance, elle n'est pas à 100%. Ça, c'est le gros problème. Et puis en 2017, à l'automne 2017, on a une grosse prédation. C'était un moment où j'étais partie en formation, j'avais fait des parcs dans les bois. Ben, pour qu'elles puissent se débrouiller toute la journée. Et puis, bon, j'avais vraiment bloqué que les passages stratégiques pour pas que les brebis se barrent. Il y avait quand même 5 chiens à ce moment-là. Et quand je suis revenue en fin d'après-midi à 5 h du soir, j'ai mes chiens qui étaient revenus autour des bâtiments avec un lot de brebis. On a eu 7 victimes à ce moment-là, 3 qu'on a retrouvées, les autres qui n'ont jamais été retrouvées. Par contre, à partir de cette attaque-là, les chiens, ils ont vraiment su, puisqu'ils étaient libres d'action, que les filets étaient plus ou moins bien mis, ils ont vraiment su pourquoi ils étaient là. Et là, par contre, j'ai eu des chiens qui se sont mis à sauter les filets. Mais là, depuis, j'ai plus d'attaques. Et j'ai des chiens qui font l'inspection autour des parcs. Parce qu'apparemment, alors c'est toujours difficile d'expliquer ce qui se passe, parce qu'on n'a jamais de preuves. Mais apparemment, ben, les loups, ils tournaient régulièrement, ils laissaient leurs odeurs. Et il y avait un peu une habituation à cette présence du loup autour du parc qui cassait la vigilance des chiens. Aujourd'hui, les chiens arrivent à sauter des parcs, à ne pas s'en éloigner. Et pour le moment, ça tient. Parce que je dis bien pour le moment, il y a ce problème d'adaptation. Moi, je peux me permettre ça parce qu'on est isolé, on a très peu de multi-usages, malgré que ça tend un peu. Donc là, sur la photo en bordure à l'arrière, on voit du gravier, c'est la rivière, le Buèche, où il y a un peu des pêcheurs. Donc, bon, cette zone de pâturage, elle dure que 3 semaines, mais des fois, ça peut être un peu tendu. Des promeneurs, théoriquement, il n'y en a pas, mais avec le Covid, il y a toujours eu des gens qui se sont mis à promener là où on ne les attendait pas. Donc, s'ils ne sont pas bien avertis, ça peut être aussi compliqué avec les chiens. Et après, il y avait les chasseurs qui étaient régulièrement à l'automne. Alors, au début, il y a eu des tensions avec les chasseurs.
Mais après, la plupart ont compris que bon, les chiens n'étaient pas si agressifs que ça. Bon, il y a toujours le truc, ouais, nous, on ne va pas dans ton quartier parce que tu as des chiens, ils nous font peur et tout. Mais il y a d'autres qui disent non, tes chiens, ils sont cool. Voilà. Donc, on est toujours dans cette tension par rapport à ce musée. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh ben, merci Béatrice. Et du coup, je relayerai un premier retour sur le QR, que c'était un témoignage très clair. Effectivement, je trouve que ça mettait bien en relief comment finalement la prédation et l'utilisation des chiens amènent finalement à repenser en fait tout un système de production avec des choix que vous avez très bien explicités. Donc, je vais passer à la partie questions-réponses. Il y a eu pas mal de questions sur la partie QR. Je vous en remercie. Vous pouvez encore en poser le temps qu'on a encore une petite vingtaine de minutes. Alors, je vais peut-être commencer par une question. Je vais peut-être d'ailleurs rester avec vous, Béatrice, puisque on est encore dans votre témoignage. Donc, il y avait une première question sur combien d'animaux vous avez perdu, tués, enfin, vous avez perdu ou qui ont été tués et blessés sur combien d'années. Donc, je pense que vous en avez déjà dit quelques précisions, mais voilà, éventuellement, si vous voulez revenir là-dessus. Et il y avait une deuxième question, c'est de savoir si les attaques sur les troupeaux ont bien été faites par des loups ou par du chien divagant. Est-ce que vous arrivez à faire la distinction ou est-ce que, enfin voilà, est-ce que vous séparez ou comment ça se passe entre cette distinction loup et chien? Oui, et chien divagant, pardon. Donc, total de victimes tuées et disparues, puisque je vous ai parlé qu'il y a quelques disparus, je dois être à une quinzaine de bêtes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Mais quand on se fait prédater, le problème, c'est qu'on est en échec. Et donc, même qu'il n'y a pas, économiquement, ça n'a pas été lourd, psychologiquement, c'est très lourd. Après, le fait d'avoir la preuve que ce soit le loup, de toute façon, c'est l'OFB qui sont venus sur place faire les constats. Il y a une brebis qui avait été la deuxième brebis, puisque j'avais mis un chien adulte dans le lot. Elle s'était fait même pas tuer complètement. Elle avait juste été serrée, elle avait gonflé et elle est morte le lendemain. Mais par contre, l'OFB, ils ont bien ouvert et constaté qu'il y avait la pression des crocs. Donc, ça, c'était incontestable. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec des photos, on peut déclarer qu'on a peu d'individus. On déclare avec les photos des blessures et ça peut être reconnu comme ça. Mais ça passe toujours par un constat sur la photo de l'OFB. Et s'il y a un doute, il se déplace de toute façon. Après, vous aviez dit une autre question en même temps? Non, mais je pense que c'était pour l'instant ces deux premières questions. Alors, du coup, je vais faire un droit de réponse à Emmanuel cette fois-ci, puisque voilà, comme j'avais présenté le webinaire, l'idée, c'était justement de vous présenter des initiatives et puis des témoignages et pas de rentrer dans cette opposition pro et anti-loup avec parfois des positions un peu caricaturales. Mais néanmoins, quelqu'un a noté que dans le tableau, Emmanuel, que vous avez présenté, les assauts de protection de la nature sont présentés avec l'objectif caricatural de 0 tir. Donc la personne remarque que déjà c'est peut-être un petit peu caricatural de dire 0 tir et du coup renvoie vers les positions et les propositions des associations représentées au groupe national loup. Du coup, je ne sais pas si vous vouliez un peu réagir là-dessus ou voilà, comment vous en étiez arrivé de les qualifier de 0 tir, quoi. Alors, donc, je voudrais amener des éléments de précision. Je l'ai dit au début, c'est un exercice pédagogique. Donc, ça n'a pas valeur absolue. Et évidemment, ce n'est pas la posture du ministère de l'Agriculture ou de l'OFB ou de qui que ce soit. Et donc, c'est vraiment un travail qui a été conduit avec des étudiants dans un endroit précis, à un moment précis. Et ça n'a, entre guillemets, de valeur que dans ce cadre-là. Voilà. Et en plus, le schéma que j'ai présenté, donc là, j'ai projeté, qui n'a pas été discuté ni commenté, il a été commenté par ailleurs. Et ensuite, il a réévolué et il a vocation à réévoluer suite à des modifications de contexte et suite à des discussions qui ont eu lieu avec l'OFB et localement avec des associations. Voilà. Mais toute la difficulté quand on présente un schéma comme ça, outre le fait de le faire très très vite ici,
c'est que il s'agissait sur le schéma de ne pas dénaturer ce qu'avaient dit les étudiants en première intention. Et donc, effectivement, dans un premier temps, les étudiants, ils se sont positionnés parce qu'ils avaient leurs a priori, ils se sont positionnés sur des choses. Et donc, ça a pu évoluer par la suite. Voilà. Donc, c'est vraiment pas une posture caricaturale et on a retravaillé par ailleurs, effectivement, avec le groupe, en échange avec le groupe national. Donc, voilà. Simplement, ce qui est sorti aussi du travail que l'on a fait, c'est que pour les étudiants, la notion du tir était une notion qui était très intéressante à étudier pédagogiquement, au-delà de ce qui se passe sur le terrain, puisque c'était un élément sensible qui rentrait bien dans ce que nous, on avait cadré pédagogiquement, c'est-à-dire les contenus. Voilà. C'est juste pour recentrer sur le cadre du travail réalisé et le résultat produit. Merci beaucoup. Et du coup, je profite que vous avez la parole pour une petite question plus ponctuelle. Mais est-ce que les documents et le QSORT, les présentations, tout ça sont accessibles? Et si oui, est-ce que vous pouvez mettre les liens ou l'endroit où y accéder dans la partie discussion? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par… Je vais le mettre dans la discussion. Ouais, c'est en Super. accès et c'est modifiable et l'objectif, c'est que ça bouge. Hein. Donc, vous pouvez nous contacter pour amender, etc., amener d'autres informations. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais passer à une petite série de questions plutôt pour Barbara, mais Béatrice, comme vous êtes aussi sur la formation et l'éducation des chiens, vous pourriez éventuellement réagir. Donc, il y avait, en fait, je vous relaye 3 questions d'un coup, hein, puisqu'à mon avis, elles sont un peu, enfin, je suppose qu'elles sont liées. Donc, une première question, c'était quel travail est fait pour la socialisation à l'humain des chiens? Est-ce que l'éleveur peut familiariser le chien à d'autres humains que ceux de sa famille? Et quelle perspective de travail compte tenu de la méfiance des touristes vis-à-vis des chiens et de leur généralisation? Et en corollaire, du coup, il y avait une question peut-être un peu plus générale. Si vous pouviez nous dire des mots sur un éventuel changement de paradigme dans l'éducation des chiens de protection pour ne pas en faire des asociaux. Barbara. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, le fait que les espaces dans lesquels travaillent les chiens soient de plus en plus utilisés à d'autres escients, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent se promener, même des voisins, hein, pas forcément des gens qui sont en vacances, mais des gens qui se promènent, des gens qui chassent, des gens qui vont aux champignons, voilà, fait que les chiens ils sont amenés à croiser possiblement plein de monde. Donc c'est effectivement important qu'ils soient familiarisés dès le plus jeune âge. Donc on parle de socialisation avec une autre espèce et de familiarisation à l'humain. Donc c'est vrai que c'est un point aujourd'hui qui est important et qui fait que, mais depuis déjà plusieurs années, hein, il y a plus de travail qui est fait dès le plus jeune âge avec le chiot pour l'habituer à plein d'événements en fait qui pourraient arriver après quand il est adulte en situation de protection. L'idée, c'est de lui faire voir le maximum de choses pour que aussi ses neurones soient plus développés et que face à une situation qu'il n'aurait pas forcément connue dès le plus jeune âge, il soit à même d'y répondre convenablement. Donc, effectivement, il n'y a pas que la socialisation à son maître, la familiarisation à son maître. Il va y avoir lui faire voir le maximum de personnes qui passent, des gens, des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, des gens en vélo, des gens qui marchent. Voilà, essayer de développer ça dès le plus jeune âge. Sachant aussi que en face, on peut avoir un chien qui a été très très bien mis en place, qui est très équilibré. Si vous arrivez près d'une zone où ce chien est en activité de protection, où ces chiens sont en activité de protection, que vous arrivez en courant, aujourd'hui, il y a des gens qui menacent les chiens avec des bâtons, qui achètent des bombes à poivre pour arriver à traverser le troupeau malgré le chien. Là, vous aurez des chiens qui pourront aller jusqu'à l'agression. Et ce n'est pas parce qu'un chien agresse, c'est-à-dire que là, qui va pincer ou mordre, que forcément, c'est un chien déséquilibré. Si vous avez un comportement normal, oui, mais si vous avez un comportement qui est anormal, ou alors vous avez peur aussi, le chien ressent ça, il peut arriver à des situations où vous vous sentirez agressé, mais ça sera une agression en réponse à une agression, en fait. Donc effectivement, il faut bien prendre conscience que l'éleveur et le berger ont des choses à faire pour rendre ces chiens les plus familiers possibles, tout en gardant l'équilibre et le fait que le chien préfère quand même être au troupeau plutôt que de suivre les promeneurs qui vont lui donner des bouts de jambon. Voilà, il y a aussi ça le point d'attention. Mais par contre, il est impératif que tout à chacun, en tant que citoyen, on ait conscience du rôle particulier de ces chiens de protection
et qu'on adopte un comportement qui est irréprochable face à ce chien. Et si jamais on a vraiment peur, ce qui peut arriver, hein, et ben qu'on évite les zones où il y a des troupeaux protégés par des chiens de protection. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près aux 2 points. Je ne sais pas, Béatrice, si vous voulez compléter sur un peu le changement de paradigme dans l'éducation des chiens ou les relations avec les autres usagers. Vous avez peut-être des expériences à partager sur ce point. Par contre, la relation avec les autres usagers, la difficulté, c'est que le chien sorte de son troupeau dès qu'il voit quelque chose en aboyant et en allant au contact de l'intrus tel qu'il soit, c'est normal. Et les usagers ont tendance à interpréter ça comme une agression. Quand le chien déboule à fond et fait 300 mètres pour venir tourner autour et aboyer, et après, dès qu'il voit que c'est un humain, ça craint rien, il se détend tout de suite. Mais eux, ils sont déjà en panique et ça enclenche des comportements non désirés, des comportements qui ne sont pas utiles qui montrent au chien, du coup, qu'il y a un danger, que cet humain-là est dangereux. Et toute la difficulté, elle est là. Et du coup, chaque expérience négative que le chien va rencontrer va le déséduquer et va lui faire comprendre que finalement, les humains, moi, je les aimais bien, mais maintenant, je ne les aime plus. Et c'est tout le paradoxe dans le multi-usage. Merci. Alors, je vois l'heure qui passe, donc j'essaie de prendre un maximum de questions. Du coup, alors c'est peut-être une question un peu générale qui en recoupe plusieurs. C'est que là, donc, on a eu un partage d'une expérience de quelqu'un donc dans la région dans laquelle vous êtes et d'une éleveuse de brebis. Mais il y a eu pas mal de questions sur finalement, est-ce que ce qui nous a été partagé là peut s'appliquer dès lors qu'on est plutôt sur des systèmes de plaine, voire même sur des bovins plutôt que sur des ovins. Voilà, donc je ne sais pas, à la fois peut-être Barbara, si vous avez des choses à dire sur un peu comment on traite les différents types de systèmes de production, et puis peut-être ensuite Emmanuel, parce que c'est vrai que vous nous avez parlé beaucoup du point de vue de l'éleveur, enfin des acteurs, pardon, mais est-ce que du coup vous avez le fait que vous avez travaillé dans un système particulier, est-ce que vous avez fait ça peut s'adapter à des bovins de plaine, enfin voilà, voir un petit peu, mettre en perspective ce que vous avez présenté sur d'autres types de production. Barbara, je vais laisser la parole à Béatrice parce qu'elle a accompagné des éleveurs de bovins et des éleveurs aussi en plaine, donc peut-être qu'elle pourra un peu commenter par un retour d'expérience par rapport à ça. Oui, du coup, donc, dans le 05, on a 2 éleveurs bovins qui ont demandé un accompagnement technique pour la mise en place de chiots. Donc actuellement, les chiots ont 18 mois. Ça se passe très bien, l'attachement se passe bien. La difficulté, c'est toujours la même avec le multi-usage, c'est d'arriver à contenir les chiens dans les parcs. Donc, s'il n'y a qu'un seul fil, il va falloir renforcer les clôtures. Dans les zones de plaine, souvent, moi, je pense, par exemple, à l'Allier, tout ça, où ils ont plutôt de l'Ursus, du grillage, plutôt que la clôture électrique. Et souvent, il y a des trous de gibier, tout ça. Donc, ça fait des passages pour le chien pour sortir des parcs. Donc là, il va falloir renforcer les parcs avec du fil électrique et bien éduquer les chiens à respecter les clôtures. Il y a plein d'endroits, il ne faut absolument pas que les chiens sautent les clôtures. Donc ça, c'est une question d'éducation. Mais le chien de protection peut travailler aussi bien avec des poules, des canards, des cochons, des vaches, des chevaux. Il s'attache à une autre espèce que la sienne, quelle que soit l'espèce, du moment que l'espèce est aussi un animal sociable qui a besoin de vivre en groupe. Merci. Du coup, Emmanuel, voilà, peut-être par rapport à... Oui, donc en fait, donc le travail là, il va être conduit dans d'autres endroits. Donc ce travail autour de réfléchir sur les a priori et comprendre que disent les acteurs et dans quel objectif. Et donc ça va être conduit sur, on imagine d'y travailler en Normandie, c'est ce qui s'annonce, et en Nouvelle-Aquitaine avec des établissements d'enseignement mais volontaires. Il ne s'agit absolument pas d'imposer, puisque l'idée, c'est vraiment l'échange. Donc, c'est des choses qui sont sur les rails et toujours en lien avec l'Office français de la biodiversité, puisque c'est un interlocuteur qui est important, Béatrice en a parlé, et donc, et avec toujours aussi une équipe d'enseignants qui a envie de travailler en pluridisciplinarité. Voilà. Il y a des établissements dans lesquels il y a des problématiques fortes autour du loup, et c'est pas sûr que la démarche pédagogique,
chaque fois à discuter avec l'équipe. Cette démarche-là n'est pas forcément ça qui va leur convenir pour traiter de la problématique de la cohabitation, enfin, du sujet de la cohabitation. Donc, c'est vraiment à la carte. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres espèces, mais qu'il y a aussi d'autres prédateurs. Ça a été évoqué au cours du webinaire. Donc, voilà, nous, on est vraiment, dans ce que j'ai décrit, sur une démarche pédagogique qui est à disposition et qui va bouger en fonction des attentes. Et c'était vraiment une construction. Au départ, on ne souhaitait pas que l'OFB vienne et intervienne comme ça directement. On souhaitait co-construire avec eux et avec les équipes pédagogiques. Je ne sais pas, Hélène, si ça répond à votre question. Ben, c'est une réponse. Merci beaucoup. Alors, peut-être, quand je vois l'heure qui tourne, peut-être vous relayez des questions un peu plus économiques, parce que c'est quand même une dimension qui est importante et qu'on n'a pas forcément évoquée en tant que telle. Alors pour le coup, j'ai une question quasiment pour chacune. Donc, tout d'abord, peut-être Béatrice. Alors, est-ce que vous avez des compensations économiques pour les bêtes tuées et comment sont évaluées les conséquences d'attaques de loups, même infructueuses, en termes de bêtes tuées ou emmenées, mais ayant perturbé le troupeau, pouvant aller jusqu'à des fausses couches? Ensuite, une question qui a été répondue à l'écrit, mais peut-être, Barbara, vous pourrez la préciser à l'oral, c'est le coût des chiens et quid des chiens âgés. Et puis enfin, peut-être une question pour Emmanuel. Est-ce que cet aspect économique a été pris en compte par les étudiants? Enfin, comment, voilà, est-ce que ça a été... c'est quelque chose qui est revenu. Alors peut-être, Béatrice, commencer sur l'estimation des dégâts et si vous avez reçu des compensations. Oui, donc quand on a des dégâts, des constats où le loup a été reconnu, on a une indemnité à l'animal plus une indemnité à l'attaque. Donc cette indemnité à l'attaque prend en compte le stress qui a été infligé aux animaux. Parfois, ça peut sembler élevé. Alors, j'ai plus les montants du tout, mais c'est pas grave. Ça peut sembler élevé le montant par rapport au cours de la viande. Mais il faut savoir qu'un animal tué en pleine production, si on doit le remplacer, c'est un jeune au prix de la boucherie qu'on va nourrir pendant 1 an avant qu'il reproduise derrière. Donc, c'est sûr que ça limite les pertes économiques sur l'exploitation. Dans mon cas personnel, il n'y avait pas tant de bêtes que ça de perdues. Quand il y a des gros dégâts, des fois, c'est plus compliqué. Et surtout, quand il y a un gros stress sur les animaux, c'est plus compliqué de vraiment compenser à ça. Barbara, du coup, sur peut-être les prix des chiens et des chiens. Donc, j'ai mis en ligne, on a écrit une charte de bonne pratique d'élevage. On a calculé effectivement le coût d'élevage ou de production d'un chien à différents âges. Et on était en prenant en compte le travail, parce qu'effectivement, il y a quand même un minimum de travail pour faire cette familiarisation dont on a parlé, c'est ce début d'éducation. Donc, on avait estimé à 500 €, 600 € un chiot de 2 mois, si on rémunère le temps de travail de l'éleveur. Et après, on passait vite à plus de 1 000 € pour un chien qu'on qualifierait de débourré, c'est-à-dire qu'il a déjà, il a à peu près 8 mois, 8-9 mois, donc il a déjà vécu différentes situations. Il n'est pas fini il n'est pas adulte, mais il est quand même, on va dire qu'il y a certaines périodes difficiles qui sont passées, et on était à plus de 1 200 €. Donc en fait, c'est un vrai outil de travail. Des chiens adultes, ça peut très facilement se vendre 2 500, 3 000, en tout cas 4 000 €, c'est ce que ça pourrait valoir, quoi. Après, souvent, dans le monde de l'élevage, il y a des échanges. Forcément, les prix sont souvent baissés, mais en fait, quand on calcule le temps passé et ce qu'apporte un chien de protection, en fait, on est très vite sur des tarifs qui sont élevés et les aides aujourd'hui permettent pas à un éleveur de payer l'intégralité à la fois de l'achat, du coût d'alimentation. C'est des chiens aussi qui mangent énormément. Un chien aujourd'hui, c'est à peu près 1 200 € par an pour un éleveur pour s'occuper d'un chien de protection. Merci. Et donc peut-être juste le dernier mot pour Emmanuel, pour savoir du coup si c'est une dimension qui était ressortie du QSORT. Oui, parce que ce sont des questions qui arrivent très très vite, à la fois sur l'organisation du travail, mais aussi sur tous les aspects économiques, c'est-à-dire de manque à gagner, de coûts supplémentaires. Donc oui, les étudiants ont travaillé sur ce sujet-là et on l'a absolument pas mis de côté parce que ils se destinent pour partie à être éleveurs ou conseillers, et donc c'est tout de suite quelque chose qu'on a travaillé, que j'ai pas présenté, mais qui est travaillé en parallèle.
Merci beaucoup. Donc, je suis désolée, je vois qu'il est 14 h. Je m'excuse auprès de celles et ceux auxquels je n'ai pas pu relayer les questions. Mais en tout cas, merci à tous, merci aux intervenantes et puis à tout le monde pour vos questions. Merci beaucoup. Effectivement, très intéressant encore à nouveau ce webinaire. Donc, merci à toutes les quatre. Pour information, avant de nous séparer, la semaine prochaine, on rebascule sur la thématique bioéconomie et nous parlerons de la bioéconomie et son développement dans les départements et territoires d'outre-mer. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et encore merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.